Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble une méthode qui pourrait vous aider à comprendre comment enregistrer une certaine opération au sein du journal de l'entreprise. Alors, on rappelle que des méthodes, il en existe d'autres et que vous n'avez aucune obligation de faire le choix de cette méthode que je vous propose. Cela étant dit, je vous la propose pour deux raisons. La première, c'est qu'elle ne laisse a priori pas de place à l'erreur. Donc, véritablement, si on l'applique, il y a une impossibilité de se tromper. Deuxièmement, si on l'applique correctement, évidemment. Deuxièmement, cette méthode, elle peut être à la fois appliquée dans des opérations simples en comptabilité, comme dans un cours d'introduction à la compta qu'on a ensemble cette année, mais elle reste applicable dans des formations qui préparent à de véritables diplômes dans le domaine de la compta, du style le DSCG ou le DSCG. Ça marche toujours. Donc ça peut avoir du sens parce que c'est une méthode qu'on peut conserver à long terme. Bon. L'application de cette méthode, elle repose sur 5 étapes que je vous demande d'appliquer rigoureusement. Essayez de faire des raccourcis trop vite dans l'application de la méthode va vous conduire à mal l'appliquer et donc à produire des erreurs, alors que l'intérêt premier de cette méthode, c'est d'éviter toute erreur. Bon. Donc on respecte chacune de ces 5 étapes, s'il vous plaît. Alors la première étape, on nous demande simplement d'interpréter économiquement l'opération. On n'est pas dans une vision comptable, on est vraiment dans une vision économique. On essaie simplement de comprendre ce qu'il se passe. Quels sont les agents en présence, mentionnés, concernés par cette opération, et qu'est-ce qui se passe. Deuxième étape, si on a compris l'opération, on devrait pouvoir en déduire les comptes de l'entreprise qui vont être impactés par cette opération. En effet, les comptes comptables qu'on a pu voir ensemble dans les vidéos précédentes, c'est dans ces comptes qu'on va pouvoir enregistrer l'opération. Il faut donc être capable de traduire l'opération économique en comptes qui vont être impactés par l'opération en question. Donc là, on demande concrètement d'identifier les comptes au PCG. Troisième étape, on va réinterpréter l'opération, mais cette fois-ci au sein de chacun des comptes. Concrètement, puisque l'opération elle était décrite comme impactant des comptes comptables de l'entreprise, de quelle nature est cet impact? Au vu de l'information qui est enregistrée dans chacun de ces comptes, est-ce que cette variation elle va être positive ou est-ce qu'elle va être négative? Quatrième étape, on nous demande simplement de repérer pour chacun des comptes identifiés où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'on est dans un compte de bilan, à l'actif ou au passif, ou est-ce qu'on est dans un compte de gestion, dans les charges ou dans les produits du compte de résultat? Cette identification va nous permettre de déterminer la nature de ce compte comme étant un compte d'emploi ou un compte de ressources. Pour rappel, l'actif du bilan et les charges de compte des résultats donnent lieu à des comptes d'emploi, tandis qu'on va retrouver dans le passif du bilan et dans les produits du compte de résultat des comptes de ressources. Cinquième et dernière étape, on a identifié la nature de la variation, on a identifié la nature emploi ou ressources de chacun des comptes. On va donc être capable tout simplement d'appliquer la correspondance qui existe dans le tableau qui vous a été présenté en cours pour savoir si cette augmentation ou cette diminution d'un compte d'emploi ou de ressources doit être passée plutôt au débit ou au crédit. Alors je vous rappelle le tableau suivant qu'on a vu en cours et qui donc va nous permettre à chaque forme de variation d'y associer, encore une fois, l'écriture ou bien au débit ou bien au crédit. On notera ainsi que les augmentations de ressources sont toujours passées au crédit, les diminutions d'emploi également, alors que les augmentations d'emploi sont passées au débit, tout comme les diminutions de ressources. Bon. Je ne vais pas m'attarder dessus, vous avez le document en ligne, vous pouvez le retracer. Alors, on va appliquer maintenant cette méthode dans l'exercice 1 du TD1. Je vais faire le choix de certaines opérations uniquement pour vous montrer comment est-ce qu'on applique cela. Alors, opération du 1er avril, achat à crédit de marchandises, 42 300 €. D'abord, j'interprète économiquement l'opération. Achat à crédit signifie que j'achète mais que je ne paye pas tout de suite. J'ai donc acheté des marchandises avec quelqu'un
avec qui? Nécessairement avec un fournisseur. Donc j'ai acheté des marchandises avec un fournisseur, je n'ai pas réglé cet achat. Si je n'ai pas réglé et que j'ai acheté, ça signifie que je dois. Bon. Cette interprétation économique, c'est elle qui va me permettre finalement de trouver donc ces comptes en question. J'ai d'abord mon achat de marchandises. Alors, les achats, on rappelle qu'on identifie généralement deux types d'achats, l'acquisition d'immobilisation ou la charge comptable. Bon. Ici, on parle d'achat de marchandises. On devrait être en mesure, je pense, de retrouver le compte 607 sans trop de difficultés. Puis, on a dit, j'achète mais je ne paye pas, donc je dois. Je dois à qui? À un fournisseur. L'argent qui est dû à un tiers ou qu'un tiers me doit est enregistré dans les comptes de classe 4. Et la recherche est ici assez rapide également. Et je vais trouver mon compte 401 fournisseur. Bon. J'interprète maintenant ce qu'il se passe au sein de chacun des comptes. Et pour ça, il faut revenir à l'interprétation de la valeur enregistrée dans le compte. Dans le compte 607, j'enregistre le montant total de mes achats de marchandises depuis le début de l'exercice. Ici, je réalise un nouvel achat. Donc ce montant total, il est bien en train d'augmenter. Dans le compte 401 fournisseur, j'enregistre le montant de ma dette vis-à-vis du fournisseur. Puisque je lui achète des marchandises et que je ne le règle pas tout de suite, le montant de cette dette est bien en train d'augmenter avec cette nouvelle opération. Étape suivante, j'identifie est-ce que ces comptes sont des comptes d'emploi ou des comptes de ressources. Le compte 607 achat de marchandises, c'est un compte de classe 6, donc un compte de charge. Et on rappelle que les charges représentent des emplois. Le compte 401 fournisseur, qui représente ma dette vis-à-vis de mon fournisseur, c'est un compte qu'on retrouve au passif du bilan. Autrement dit, c'est un compte de ressources. Bon. Eh bien, d'après ma table de correspondance, une augmentation d'emploi est passée au débit, une augmentation de ressources est passée au crédit, et je peux maintenant remplir mon journal. Donc, on rappelle qu'on rentre la date, toujours le compte débité en premier, le compte crédité ensuite. On doit évidemment reprendre le libellé qu'on retrouve au PCG. On laisse un petit décalage pour marquer le compte qui est passé au crédit et on reprend le montant. Mon opération a été correctement enregistrée. Deuxième écriture, 404, vente de marchandises, 38 000 €, règlement par chèque bancaire. D'abord, j'interprète l'opération. Je vends des marchandises. OK. Et il semblerait que mon client m'ait réglé cette transaction en me fournissant un chèque bancaire d'un montant donc de 38 000 €. Cette interprétation doit m'aider à retrouver les comptes. En effet, les ventes, on va les retrouver généralement, donc ça peut être des cessions d'immobilisation ou des produits. Il me semble que la vente de marchandises ne devrait pas poser de problème particulier. En contrepartie de cette vente, mon client m'envoie un chèque et on rappelle que les chèques reçus des tiers sont enregistrés dans un compte 5112, chèque à encaisser. Bon. Maintenant, je dois étudier la variation qu'il y a au sein de ces comptes. Donc, je dois réinterpréter l'opération dans le compte. L'opération du 404, c'est une vente de marchandises. Dans mon compte 707, j'enregistre le montant total de mes ventes de marchandises depuis le début de l'exercice. Je réalise ici une nouvelle vente, donc ce montant est en augmentation. Pour le compte 5112, dans le compte 5112, j'enregistre la valeur des chèques que j'ai à encaisser. Si on imagine qu'ici, je n'ai aucun chèque, je viens d'en recevoir un du client, j'ai donc 38 000 € de plus dans mes chèques à encaisser. C'est donc bien également une augmentation. Étape suivante, est-ce qu'il s'agit d'un compte d'emploi ou d'un compte de ressources? Le compte 707 est un compte de produit du compte de résultat, donc un compte de ressources. Le compte 5112, il apparaît dans les disponibilités à l'actif du bilan. Il s'agit donc d'un compte d'emploi. Je sais maintenant que j'ai une augmentation de ressources dans le 707 et on sait que les augmentations de ressources passent au crédit, tandis que les augmentations d'emploi passent
au débit. Comme tout à l'heure, je reprends ma date, je passe d'abord le compte débité, puis le compte crédité, avec évidemment les libellés. Voilà. Le décalage dans le libellé pour le compte crédité. Et on reprend les montants dans les deux dernières colonnes. Et voilà. On poursuit. 1504, règlement des clients par chèque bancaire. D'abord, j'interprète économiquement l'opération. Mes clients me règlent un certain montant. Bon. L'activité économique, ce n'est pas le monde des bisounours. Donc, si un client me paye, c'est nécessairement qu'il me doit. Ça m'aide donc à identifier les deux comptes en question. Mon client me devait et en contrepartie de cette créance, il fait le choix de me régler pour effacer sa dette vis-à-vis de moi et il m'envoie donc un chèque bancaire. On sait que l'argent dû par les clients est enregistré au sein d'un compte 411 clients, tandis que les chèques reçus des tiers sont enregistrés dans un compte 5112. Bon. Que se passe-t-il alors, étape suivante, dans le compte 411 et dans le compte 5112? Dans le compte 411, j'enregistre le montant dû par mes clients. Ici, ils m'envoient un chèque, donc a priori, une fois que ce chèque a été réceptionné, eh bien, ils me devront moins. Il y a donc une baisse de cette créance client. En contrepartie, je reçois ici un nouveau chèque. Donc le montant de mes chèques à encaisser est bien en train d'augmenter. Étape suivante, où se situent ces comptes actifs, passifs du bilan, charges ou produits du compte de résultat? Bon, déjà, c'est des comptes de classe 4 et 5, donc ce sont des comptes de bilan. Et on retrouve le compte 411 clients à l'actif du bilan, c'est donc un compte d'emploi. Le compte 5112, on le retrouve dans les disponibilités dans l'actif circulant du bilan, c'est donc également un compte d'emploi. Et si on utilise la table de correspondance, on sait qu'une diminution d'emploi va être passée au crédit, tandis qu'une augmentation d'emploi va être passée au débit. Je connais donc mon compte débité, que j'inscris en premier, mon compte crédité en second, et ça reste la même logique qu'à chaque fois. Chèque encaissé, un petit décalage pour le libellé du compte crédité, client, et dans les deux dernières colonnes, je reprends simplement le montant. Opération suivante. 1904, règlement des fournisseurs par chèque bancaire. Cette opération, elle n'est pas très claire. On va essayer d'interpréter économiquement. Règlement des fournisseurs par chèque bancaire. Est-ce que ce sont mes fournisseurs qui me règlent? Honnêtement, c'est possible. Mais ce n'est pas du tout dans la logique des choses. En l'absence de renseignements complémentaires, on va prendre cette opération dans son sens le plus évident. Ça a beaucoup plus de sens que je règle mes fournisseurs, puisque je peux leur acheter des marchandises avec un délai de paiement, donc je peux leur devoir, que l'inverse. Je vais donc faire ce choix ici. Mais comprenez que l'opération reste un peu imprécise. On pourrait éventuellement décréter qu'elle marche dans l'autre sens. On rappelle que le jour des évaluations, il n'y a aucune incertitude dans les énoncés. Donc ce cas n'arrivera pas comme ça. Alors là, cela étant dit, donc on comprend que je devais à mon fournisseur et je lui envoie un chèque bancaire pour ou bien solder ma dette, ou en tout cas pour lui régler une partie de ce que je lui dois. Autrement dit, l'identification des comptes, elle est facile, puisque ce que je dois à mon fournisseur est enregistré dans le compte 401 fournisseur. Pour notre compte, on rappelle que les chèques envoyés, si c'est l'entreprise qui est émettrice des chèques, on va passer directement par le compte 512 banques. Maintenant, on interprète l'opération dans les comptes. Je devais à mon fournisseur, je lui ai payé un certain montant, donc je lui dois moins. J'avais de l'argent sur mon compte en banque et j'ai payé mon fournisseur, donc maintenant, j'en ai moins. OK. Donc, deux diminutions. On identifie maintenant le positionnement de ces comptes. Le compte 401 fournisseurs, c'est un compte de dette qu'on retrouve donc au passif du bilan. C'est donc un compte de ressources. Et on rappelle qu'une diminution de ressources, ça passe au débit. En contrepartie,
Le compte 512, c'est un compte qui apparaît dans les disponibilités de l'actif circulant du bilan, autrement dit, c'est un compte d'emploi. Et un compte d'emploi, un emploi qui diminue, ça se passe au crédit. J'ai donc, je rentre ma date, d'abord le compte débité, puis le compte crédité, les libellés. On rappelle le petit décalage, hein, et on reprend les montants. Alors, on va continuer à appliquer ça sur quelques opérations, histoire d'être certain qu'on comprenne bien. 2204, je vais aller un peu plus vite maintenant. 2204, réparation du véhicule de la société, 3 400 €, règlement par chèque bancaire. Bon, a priori, si je répare le véhicule de ma société, ça va être à moi de payer. À moi de payer quoi? Une réparation, une maintenance. Bon. Du coup, j'identifie deux comptes tout de suite. La réparation, c'est ce qu'on va appeler une charge et on va pouvoir retrouver dans le PCG le compte 615, entretien et réparation. Puis je règle, donc j'envoie un chèque bancaire ou je donne un chèque bancaire à mon garagiste, sûrement, et on sait que le chèque bancaire émis par la société passe directement par son compte banque. OK. Qu'est-ce que j'enregistre dans le 615? Donc, étape suivante, la variation. Dans le 615, j'enregistre le montant total de mes réparations et de l'entretien effectué par l'entreprise depuis le début de l'exercice. Ici, j'ai une nouvelle facture de réparation, donc le montant total de mes frais de réparation d'entretien depuis le début de l'exercice est bien en train d'augmenter. En contrepartie, je paye, donc forcément, le montant disponible sur mon compte en banque va diminuer. Compte 615, compte d'emploi, 512, actifs circulants, donc compte d'emploi, et on sait qu'une augmentation d'emploi passe au débit, tandis qu'une diminution d'emploi passe au crédit. On peut donc enregistrer son opération. La date, le compte débité, le compte crédité, les libellés, entretien et réparation, banque, et on reprend le montant, 3400. Je vais peut-être pris un peu trop d'exemples. Hein. Tant pis, on va aller au bout. Opération suivante, 2304, encaissement de loyer, 4300 €. Là, l'interprétation économique pose problème. J'encaisse des loyers, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais j'encaisse les loyers sous quelle forme? Est-ce que c'est un paiement en cash? Alors, aujourd'hui, il n'est plus possible normalement de faire des paiements de ce montant-là en liquide, en espèces. Mais est-ce que ce règlement, je le reçois en cash? Est-ce que je reçois un chèque de la part du client? Est-ce qu'il m'envoie un virement? Est-ce qu'il me paye par carte? C'est l'inconnu. Ici, cette opération pose problème. Elle est imprécise. Si je rencontre des informations de ce style dans un énoncé d'évaluation ou de partiel, je dois absolument signifier au prof que là, moi, je perçois un manque de précision qui va me poser problème et qui va, plus que me poser problème, m'imposer de faire un choix. Là, par exemple, moi, je vais faire le choix de dire tout ça, ça a été payé par virement. Vous comprenez, hein? Si j'étais en partiel, je mettrais à mon écriture une petite croix et dessous, je justifierais l'opération qui m'est donnée ne précise pas le mode de règlement du client. Je fais donc le choix de considérer que ce règlement a été effectué par virement bancaire. Bon, ok. Maintenant que je me suis rendu compte de cette imprécision, maintenant que j'ai fait un choix, eh bien, je peux effectivement retrouver facilement mes comptes. J'encaisse un loyer, le loyer, a priori, est en train représente une entrée d'argent pour l'entreprise. Concrètement, c'est un produit. Et si je cherche dans les comptes de classe 7, je peux retrouver 70,83, il me semble, locations diverses. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai n'écris pas les numéros de compte, je vais l'arrêter là. Et puisqu'on paye par virement, cet argent va arriver sur mon compte en banque. J'interprète maintenant l'opération dans les comptes. Dans mon 70,83, j'enregistre le montant des loyers perçus depuis le début de l'exercice.
Ici, je perçois un nouveau loyer, ce montant est donc tout simplement en train d'augmenter. On me paye le loyer par virement, donc l'argent disponible sur mon compte en banque augmente également. Compte de produit, donc compte de ressources, compte banque, donc actif circulant, compte d'emploi. L'augmentation de ressources est toujours passée au crédit, tandis que l'augmentation d'emploi est toujours passée au débit. Je peux donc maintenant enregistrer mon opération. Hop, 512, 70, 83. Je marque les libellés. Je rappelle maintenant, dès qu'on l'a fait quelques fois, ça semble assez évident cette histoire de décalage. On rentre les montants. Alors je rappelle quand même mais que ce décalage il s'observe à la fois dans les montants, à la fois dans les libellés, à la fois dans les numéros de compte. Donc ça a quand même quelque chose de systématique. On poursuit. Honoraire d'architecte, 8 200 €, chèque bancaire. Là, pour l'interprétation économique de cette opération, j'ai que deux choix. Ou bien, je suis un architecte, un client me paie mes honoraires par chèque bancaire. Je vais vous avouer que les cabinets d'architecture ne représentent pas la majorité des entreprises en France. Donc, à défaut, mais encore une fois, ici, l'opération est imprécise. Mais à défaut, ici, je vais considérer que c'est plutôt l'entreprise qui a fait appel au service d'un architecte et qu'elle a réglé cet architecte par un chèque bancaire. Cela me permet de retrouver assez facilement les comptes concernés, puisque les honoraires d'architecte, c'est finalement une prestation de service extérieur que je vais retrouver dans les charges, dans le 6226, honoraire. Et si l'entreprise émet un chèque, on a dit, on passe directement par le compte banque. Si je reprends les interprétations que j'ai eues depuis le début, avec tous les comptes de charge, c'est la même chose. 6226, le montant total des honoraires supportés depuis le début de l'exercice. J'ai une nouvelle facture, ce montant total est bien en train d'augmenter. Imaginez qu'avant, je n'avais pas encore fait appel à un architecte durant l'exercice. Maintenant, j'ai bien fait appel. Il n'y avait rien dans le 6226. Maintenant, il y a quelque chose. C'est bien une augmentation. En contrepartie, je règle. Donc, le montant disponible sur mon compte en banque diminue. Compte de charge, emploi, 512, emploi. Je pense que maintenant, on peut commencer à aller un peu plus vite, notamment sur ce 512 et sur ces comptes d'emploi. Ça commence à être évident normalement. Hop, on rentre les dates. Le débit d'abord. Le crédit ensuite. Les libellés. Et le montant. Opération suivante, 605, achat au comptant de matériel informatique, 14 000 €, paiement par chèque bancaire. Bon. Achat, on appelle achat, ou bien acquisition d'immobilisation, ou bien charge. Matériel informatique, 14 000 €. Ça fait quand même du matériel informatique d'une certaine valeur. Alors, soit il est possible qu'on achète 14 000 câbles USB qui coûtent chacun 1 €. Ça arrive assez peu, et on aurait sûrement DS. Ce serait des matériels informatiques. Bon. Là, on pourrait considérer, et honnêtement, on devrait considérer qu'il s'agit de l'achat d'un matériel informatique coûteux qui va donc être utilisé pendant une durée assez longue et on ne va donc pas être dans les charges, mais dans la question des immobilisations. Donc, acquisition d'immobilisation, et je règle cette acquisition en donnant un chèque à mon vendeur. OK. Du coup, on a parlé d'une immobilisation, et si je recherche dans mon PCG, je peux retrouver dans mes immobilisations corporelles, le compte 2183, matériel de bureau et matériel informatique. Et lorsque c'est l'entreprise qui émet un chèque, on rappelle, on passe directement par le 512. J'interprète maintenant dans les comptes. Si avant cette opération, je n'avais pas de matériel informatique, maintenant j'en aurai. Donc la valeur de ce matériel informatique détenu, elle est bien en train d'augmenter. En contrepartie, je paye, le montant disponible sur mon compte en banque diminue donc.
Il s'agit de deux comptes qui apparaissent à l'actif du bilan. Il s'agit donc de deux comptes d'emploi. L'augmentation d'emploi passe au débit comme d'habitude et la diminution d'emploi au crédit. Je peux donc enregistrer mon information dans mon journal. 21,83, 512, matériel de bureau et matériel info. Bon, je vais arrêter là parce que ça ne rentre plus. Banque et évidemment le montant au débit et au crédit. Opération suivante, achat d'une camionnette pour 37 602 € payé par chèque bancaire. C'est exactement le même raisonnement, totalement le même raisonnement. Une camionnette, l'utilisation est prévue à moyen long terme, c'est une immobilisation payée par chèque bancaire, c'est le compte banque. Et donc, je peux très rapidement identifier mes deux comptes qui sont le 21,82 matériel de transport et 512 banque. Bon. L'interprétation va être exactement la même. Si je n'avais pas de matériel de transport, maintenant j'en ai. Et si j'avais de l'argent sur mon compte en banque, maintenant j'en ai moins. Il s'agit, comme tout à l'heure, de deux comptes d'emploi. Et donc, le passage des écritures est évidemment le même. Alors là, vous pouvez noter avec cette opération que des fois, lorsqu'on a des opérations qui sont extrêmement semblables et qu'on vient d'en enregistrer une, ça n'a peut-être pas de sens que de reprendre tout le raisonnement, puisque finalement, c'est la même chose. Là, il n'y a qu'un compte qui change. Et ce compte qui change à cause de la nature de l'immobilisation. OK, 37 602. Et j'ai terminé. Opération suivante. Réalisation d'un emprunt pour le montant de 30 000 €. Alors, interprétation économique, j'emprunte, OK. Et lorsque j'emprunte, le montant emprunté doit bien m'être versé quelque part. Et c'est ce compte-là qui est difficile à identifier si on ne fait pas cette interprétation économique. Normalement, la question de l'emprunt, bon, pour ceux qui ont suivi, l'emprunt, ça va être des capitaux disponibles. On rappelle les capitaux, hein, c'est de l'argent disponible pour l'investissement, donc à moyen long terme. Bon, on retrouve ça dans les comptes de classe 1, et si on cherche, on trouve le 164, emprunt auprès des établissements de crédit. Mais que se passe-t-il dans la vraie vie? Lorsque j'emprunte à la banque, je lui dois, et la banque me verse cet argent sur mon compte en banque. J'interprète maintenant l'opération au sein des comptes. Si je ne devais pas à la banque, je viens de lui emprunter, donc maintenant, je vais lui devoir plus. Et cet argent a été viré sur mon compte en banque, donc le montant disponible sur mon compte en banque a augmenté. Le compte 164 appartient aux dettes financières, donc aux dettes, donc au passif du bilan, et c'est un compte de ressources. Et le compte 512, on commence à le connaître nous-mêmes, c'est un compte d'emploi. Autrement dit, le 164 va être passé au crédit et le 512 au débit. Et voilà ce qu'il en est. Donc on réécrit. Emprunt auprès des EC. Vous voyez, je respecte, j'essaye de vraiment respecter l'IBD au PCG. Et on marque le montant. Et puis voilà. Ok, alors maintenant, je vais simplement pour vous montrer qu'effectivement cette méthode est applicable même dans les opérations plus complexes. On va ensemble traiter deux factures qui proviennent du TD4, il me semble, sur cette même méthode. Alors, donc maintenant, on va traiter les deux factures suivantes, juste pour voir est-ce que la méthode fonctionne toujours. On rappelle que pour lire une facture de ce type-là, on va toujours retrouver d'abord le vendeur, puis l'acheteur. On va retrouver des signes qui nous indiquent s'il s'agit d'une facture d'avoir ou une facture initiale. Et là, on a trois signes qui nous permettent de savoir qu'il s'agit d'une facture d'avoir.
La mention avoir, la mention nette à votre crédit et la mention dans le corps de la facture d'un retour de marchandise. Ce retour de marchandise nous donne plus d'indications sur de quel type de facture d'avoir il s'agit. Il s'agit d'une facture d'avoir pour un retour de marchandise. OK. Bon. On va essayer donc d'interpréter et d'appliquer la méthode comme vue depuis le début. J'ai le blanc qui est client. Il a acheté des entreprises, il a acheté des biens à l'entreprise Société des Cas et il lui a rendu ses biens. Il a acheté des biens. Cette information était enregistrée dans le 607. Donc, pour annuler l'achat de biens, je vais devoir aussi écrire dans le 607. Et puis, cet achat avait été accompagné, nécessairement d'une TVA, puisque l'entreprise, même si elle n'est pas censée supporter la TVA, elle la paye, même si celle-ci va être par la suite remboursée par l'État. Bon. Et puis, si je pars du principe que le blanc n'a pas payé tout de suite, il y avait une histoire de dette. Okay. Donc finalement, en éjectant la mention avoir, j'ai pu retrouver les trois comptes en question. Je rappelle pour ceux qui s'interrogeraient que ici, la remise ne doit pas être enregistrée puisque c'est une remise qui paraissait sur la facture initiale. Bon. Donc je n'ai que trois comptes. Et comment varient ces comptes? Eh bien, là, je ne suis pas en train d'acheter, je suis en train d'annuler un achat. Donc, le montant qu'il y aura dans ce 607, le montant total de mes achats de marchandises depuis le début de l'exercice, il va bien devoir diminuer. La TVA que j'ai payée, finalement, je n'aurais pas dû la payer. Il va falloir que je diminue ce montant de TVA enregistré. Puis, le montant dû à mon fournisseur, puisque je lui rends des biens, je vais lui devoir moins. OK. Et maintenant, il s'agira de dire, est-ce que chacun de ces comptes, c'est un compte d'emploi ou un compte de ressources? Le compte de classe 6, on ne s'interroge plus. Le compte 44 566. Donc c'est une TVA qu'on paye, mais que l'État doit nous rendre. Finalement, c'est comme une créance sur l'État. Et les créances sont à l'actif du bilan. C'est donc un compte d'emploi. Le compte 401, on le sait maintenant, c'est un compte de ressources. Autrement dit, ces deux écritures-là doivent être passées au crédit et celle-là au débit. Si vous regardez le corrigé du TD, c'est bien ce qu'on va être amené à faire. On en traite une dernière pour vérifier que vraiment cette méthode fonctionne tout le temps. Donc ici, cette fois-ci, le blanc est vendeur. Je n'ai aucune mention spécifique qui me laisse à penser qu'il s'agirait là d'une facture d'avoir. Donc a priori, c'est une facture de vente classique. Puisqu'on vend des marchandises, on va retrouver le 707 déjà. On sait que la vente s'accompagne d'une collecte de TVA, 44 571. Et puis on observe la mention escompte, et on rappelle que pour le vendeur, l'escompte représente une charge financière 665. Si le client société B ne me règle pas tout de suite, je vais constater aussi une créance client. Et puis, donc, on va s'interroger de la même manière, on va essayer d'interpréter économiquement ce qui se passe dans le compte. Ici, je vends des marchandises. Donc, puisque dans le 707, j'enregistre le montant total de mes ventes depuis le début de l'exercice, je fais une nouvelle vente. Ce montant est bien en train d'augmenter. Donc, la TVA collectée, elle augmente également. Ici, j'accorde un escompte à mon client. Donc, entre avant et après, j'ai bien un escompte qui apparaît. Et l'escompte est une charge financière. Donc, ici, je vais avoir une augmentation. Mon client, il m'a acheté, il ne m'a pas payé. Donc, il s'agit aussi d'une augmentation. Il va me devoir plus à l'issue de cette opération. On identifie les comptes. Le 707, compte de produit, donc c'est une ressource. Le 44 571, c'est de la TVA que j'ai collectée pour l'État, donc que je vais devoir lui reverser. Finalement, le compte 44 571 représente une dette vis-à-vis de l'État. Donc c'est de la ressource aussi.
compte 665, c'est de l'emploi, et le compte 411, vous le savez, c'est de l'emploi. Si on fait la correspondance, on se rappelle que l'augmentation de ressources passe au crédit, l'augmentation d'emploi passe au débit, et si vous regardez le corrigé, là encore, ça fonctionne. Donc, cette méthode, encore une fois, son gros avantage, c'est que si on l'applique de manière stricte, l'erreur n'est pas permise. Et elle reste valable vraiment dans les domaines les plus complexes de la comptabilité. J'espère que cette vidéo vous aura donné un coup de main pour comprendre, hein, pour ceux qui auraient encore du mal sur l'enregistrement des opérations au sein du journal. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.